Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour célébrer ensemble le Safer Internet Day, journée mondiale dédiée à la protection des mineurs en ligne. La journée qui est à l'agenda scolaire depuis 2022 et l'événement a cette année été labellisé par le sommet IA, le sommet de l'intelligence artificielle. Nous allons explorer ensemble un sujet clé, l'intelligence artificielle et nos enfants, quel futur ensemble. Je suis Deborah Elalouf, je suis maman de 3 enfants et je suis présidente de Tralalaire, entreprise de l'économie sociale et solidaire qui prépare les jeunes au monde de demain et qui est organisateur pour Internet sans crainte en France du Safer Internet Day. J'ai le plaisir d'accueillir à nos côtés Gabriel Femenias, directeur de la prévention d'e-enfance, Étienne Virani, responsable des opérations de point de contact, Axel Dessein, qui dirige le programme Internet sans crainte, Sylvie Tissot, qui dirige la R&D, la recherche et développement chez Tralalaire, et Loïc Dufour, qui est responsable des opérations Internet sans crainte et qui va gérer notamment vos questions. Eh bien, je propose qu'on lance les hostilités. Donc, qui sommes-nous d'abord? Tralalaire donc, coordonne le Safer Internet France, le programme pour la protection des mineurs de la Commission européenne. Il regroupe 3 services, le numéro d'assistance 3018, la plateforme de signalement Point de contact et Internet sans crainte, le programme national d'éducation au numérique des jeunes et des familles opéré par Tralalaire. La mission d'Internet sans crainte, c'est d'accompagner vos enfants adolescents dans un usage maîtrisé et responsable du numérique, avec plus de 200 outils gratuits pour les parents et les éducateurs qui sont disponibles sur le site Internet sans crainte. On verra ça tout à l'heure. L'intelligence artificielle aura probablement sur nos enfants un plus grand impact que l'a eu l'arrivée d'Internet sur notre génération. Et en tant que parents, nous élevons nos enfants dans un monde chargé d'intelligence artificielle. Les jeunes ne sont pas toujours armés et les parents non plus. Alors, comment accompagner nos enfants sur ce nouveau terrain? Nous commencerons par aborder ce qu'est l'intelligence artificielle avec Sylvie. Nous analyserons ensuite les défis à relever pour prendre des décisions de manière éclairée au fur et à mesure qu'ils grandissent. Nous verrons ensuite que nous pouvons, en tant que parents, faire de l'IA nos alliés. On vous présentera après les ressources Internet sans crainte pour pouvoir vous aider à en parler avant de conclure avec une session de questions-réponses. Mais n'hésitez pas dès maintenant à inscrire toutes vos questions sur le chat au fur et à mesure. Sans plus tarder, je donne la parole à Sylvie, ingénieure en informatique, experte de l'intelligence artificielle et qui s'occupe notamment de la recherche et développement chez Tralalaire. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ce qu'on va vous proposer dans un tout premier temps, c'est de cliquer sur le lien qui s'affiche dans le chat ou alors de scanner le QR code pour nous faire part d'un mot auquel vous pensez quand on vous dit intelligence artificielle. Alors, ça peut être un adjectif, un mot, enfin une expression. Délivrez-nous ce à quoi vous pensez quand on vous dit intelligence artificielle. Alors on va attendre quelques secondes que les gens répondent et après on pourra discuter. Alors voilà, on a à la fois le nuage de mots qui apparaît ici et tout ce que vous postez là dans le chat. Alors de fait, il y a des mots qui sont relatifs plus à des sensations que vous avez, par exemple danger, paresse, des choses qui sont plus de l'ordre de l'émotion et des sensations, d'autres choses qui sont de l'ordre de l'outil, par exemple ChatGPT, beaucoup de liens sur justement la manipulation, la vigilance à avoir. Voilà. Donc on voit que c'est assez foisonnant. Créativité aussi, il y a des mots positifs et négatifs et des termes liés à la technique aussi. Je vois deep learning, réseau de neurones. Donc on voit que ça couvre en fait plusieurs champs
de lexicaux, et ça montre bien que c'est une notion qui est très, qui suscite beaucoup de réflexion au sein de notre société. Je crois qu'on peut passer à la suite. Donc, en fait, je vais un peu parler de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, il faudrait plusieurs webinaires pour pouvoir le définir, mais en gros, si on le définit juste un résumé, ce serait de dire que c'est une technique informatique qui repose sur autre chose que simplement des algorithmes. Un algorithme étant une suite d'instructions contrôlées. Et donc, en intelligence artificielle, on va aborder des choses un peu plus hybrides, avec notamment l'intégration de modèles mathématiques qui nécessitent de tourner sur des machines extrêmement performantes, avec beaucoup de capacités de calcul. Or, il se trouve que le développement de l'industrie du jeu vidéo, par exemple, a favorisé le développement de cartes électroniques pour qui permettent d'avoir des processeurs extrêmement performants. Par ailleurs, ces modèles mathématiques doivent tourner sur un gros ensemble de données, et de fait, depuis l'émergence d'Internet, beaucoup de personnes ont publié énormément de contenu sur Internet, et donc on a eu à disposition énormément de contenu, que ce soit images, textes, sons, qui ont permis d'entraîner ces modèles mathématiques. Alors, entraîner pour quoi faire? Eh bien, pour faire émerger sans directive ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des motifs récurrents, et qui ont une certaine probabilité d'émerger et d'être pertinents. Alors, dit comme ça, c'est un peu très générique, mais il se trouve que ça fait partie de tout un ensemble qu'on appelle le machine learning. Et typiquement, dans votre vie quotidienne, vous pouvez être confronté à du machine learning, par exemple, quand on vous demande de prouver que vous n'êtes pas que vous êtes un humain, justement, et donc ce qui s'appelle les CAPTCHA, et vous avez à sélectionner, par exemple, les routes. Et bien là, dès lors que vous cliquez sur les images qui représentent des routes, vous entraînez, sans le savoir, une IA pour l'apprendre à reconnaître les routes. Et plus précisément, c'était aussi pour la Google Car que ce dispositif a été mis en place. Par ailleurs, qu'est-ce que ça produit également, ces modèles mathématiques? Eh bien, ça permet de faire ce qui s'appelle des clusters, des groupes de données. Et typiquement, c'est ce qui est utilisé dans les applications de rencontres, quand, à partir de toutes les données qui sont poussées par les utilisateurs de ces applications, ça regroupe les personnes selon certaines typologies. Donc là, dans ce cas-là, ce sont des applications de rencontres, mais on trouve également ce dispositif-là dans certaines ressources pédagogiques, où l'idée, c'est de trouver des caractéristiques d'exercices qui sont mal compris, et de comprendre la typologie d'élèves qui pourraient être en échec sur certains types d'exercices. Nous avons également comme type d'intelligence artificielle et comme type de production le fait de faire de la reconnaissance d'images. Alors, c'est très utilisé en médecine, par exemple, pour aider les radiologues à analyser des clichés. Là, ce que vous allez voir, ou que vous voyez déjà apparaître sur votre écran, c'est un travail qui a été fait en 2017 pour une équipe qui travaillait sur de la génomique et des maladies rares. Et l'idée, c'était de déceler une suspicion de cette maladie dans la symétrie du visage d'enfants.
Enfin, un dernier exemple que je peux donner, c'est non pas des IA qui clusterisent, non pas des IA qui reconnaissent des images, mais des IA génératives. Donc, c'est le gros sujet de l'année. Et où là, on a une profusion d'outils, que ce soit pour générer du texte, des images, de la vidéo, du son. Et bon, il y a quelques logos d'outils qui permettent de faire ça, mais il y a plusieurs centaines d'outils actuels qui permettent de le faire. Et là, les points à retenir, ce que j'avais commencé à évoquer, eh bien, premier point, il faut surtout bien avoir en tête que ces systèmes d'IA générative, elle repose sur un modèle mathématique de probabilité. Autrement dit, c'est quelque chose, par exemple, si je dis il fait beau aujourd'hui, enfin oui, il fait beau, la probabilité pour que aujourd'hui arrive après il fait beau est beaucoup plus grande que plante, par exemple. Et donc, certes, c'est probable, mais ça ne veut pas dire que effectivement, dans la réalité, il fait beau aujourd'hui. Autrement dit, il ne faut pas confondre la probabilité d'être vrai et le fait que potentiellement ça peut être faux. Voilà, donc il faut vraiment bien faire la différence. Ensuite, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et ça a créé énormément de débats depuis les années 2015, là où le sujet a émergé. Donc pour éviter de tomber dans les pièges, est-ce que c'est intelligent, pas intelligent, etc., on recommande d'utiliser l'acronyme IA, ça peut être informatique ou autre, enfin voilà, ça évacue un petit peu ce problème-là. Et, par ailleurs, ça permet aussi d'éviter l'anthropomorphisme. Et par exemple, de dire il ou elle dans l'intelligence artificielle, elle a fait ça, ou ChatGPT, il a dit ça, eh ben, il faut essayer d'éviter ça, justement, et d'utiliser plutôt un neutre comme ça. Ça a produit ça, c'est assez étonnant, etc. Et le dernier conseil qu'on peut donner aussi, c'est de ne pas s'arrêter à un seul outil. Et donc, par exemple, les outils de génération de texte, d'utiliser ChatGPT, Mistral, Claude, etc. Et ne pas s'enfermer dans un seul outil. Les IA dans le quotidien, alors on peut en avoir dans beaucoup d'objets. Par exemple, les enceintes connectées, les GPS, on utilise beaucoup d'outils génératifs, des applications éducatives, des plateformes de streaming qui émettent des recommandations. Donc, en fait, on voit que le champ d'application est extrêmement vaste. Et donc, mais cela dit, il n'est quand même pas, l'IA n'est quand même pas vraiment partout. Et donc, on va vous proposer un petit sondage, donc avec des images qu'on va vous montrer à l'écran. Et l'idée, c'est que vous puissiez indiquer si l'objet qu'on vous montre contient de l'IA ou pas. C'est bon ? Donc là, par exemple, le réveil, là, est-ce qu'il contient de l'IA? Si vous pouvez répondre au sondage. Bon, voilà, beaucoup de gens, enfin, il y a quand même un consensus pour dire non, mais quelques oui. Alors, typiquement, dans celui-là, eh bien, il n'y a pas d'IA, c'est un réveil, tout ce qu'il y a de plus commun. Et de fait, quand, par exemple, vous utilisez des automatismes comme au Lavomatic, etc. Bon, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ce sont des systèmes automatiques qui peuvent avoir un algorithme, mais ils ne contiennent pas d'intelligence artificielle. Maintenant, je vais vous montrer une autre image, par exemple une balance. Cette balance-là que vous allez bientôt voir à l'écran, est-ce qu'un pèse-personne contient de l'IA?
Bon, alors ça dépend effectivement. Donc là, il commence à y avoir pas mal de personnes qui contiennent de l'IA et plus généralement, par exemple, des brosses à dents connectées qui permettent de savoir si on se brosse bien les dents, des montres connectées, tout ce qui relève de ce qu'on appelle le quantified self ou de la mesure de soi-même et qui accumule énormément de données pour déterminer si, enfin voilà, comment nous faire des recommandations sur notre bien-être. Dernier exemple, je vous pose la question, c'est Snapchat. Donc, vous allez bientôt voir l'image s'afficher à l'écran. Est-ce que les réseaux sociaux contiennent de l'IA? Oui. Oui, non. Alors là, il y a plus de oui qui arrivent. Alors oui, par exemple, Snapchat, il y a plusieurs IA en plus à l'intérieur des réseaux sociaux. Il y en a qui permettent de faire des recommandations. Il y a des chatbots associés. Sur Facebook, par exemple, il y a une IA de reconnaissance d'image. Et donc, ces outils-là reposent aussi sur ils intègrent des IA depuis un petit moment déjà. Je vais maintenant. Merci Sylvie. Alors, on voit donc que l'IA est entrée dans notre quotidien et dans celui de nos enfants. Et je pense que cette dernière image des médias sociaux qui contiennent de l'IA est parlante. Et donc, abordons maintenant les défis qui se posent à nos enfants et notre rôle de parents. Axel de Saint va nous en parler. Bonsoir à tous. Donc, on a vu que les IA sont déjà bien dans nos vies et bien dans la vie numérique des ados. Et on va voir justement ensemble quels sont les points de vigilance, les points d'attention et comment en parler avec eux. Et je donnerai bientôt aussi la parole à Gabriel et Étienne qui viendront éclaircir certains points. Donc, il y a plusieurs points de vigilance, mais on va se concentrer sur certains. On a vu que ces IA, elles permettent de fabriquer des contenus, de fabriquer des images, des vidéos, même des audios qui sont aujourd'hui extrêmement réalistes. Et ça a déjà plusieurs impacts. Ça a un impact sur ce qu'on voit en ligne et forcément sur les informations qui nous sont données, surtout sur les réseaux sociaux où on peut être, où les ados peuvent être aussi, où se mélange justement tout un flux de contenu où se mélange aussi bien de l'actualité que des comptes personnels, que des choses humoristiques. Donc, si au milieu de ça se mélange de l'IA, c'est encore beaucoup plus difficile de voir ce qui est vrai ou non. Ça a un impact aussi sur des phénomènes qui les touchent directement. On va en parler tout à l'heure, le cyberharcèlement notamment. Et puis, quand ces images elles sont utilisées pour se mettre sur d'autres corps, malheureusement aussi, ça nourrit les réseaux pédocriminels. Mais on voit que ce qui compte, c'est que ça demande de nouveaux réflexes de vigilance pour la protection de ces données personnelles. Donc Sylvie en a parlé, ils sont présents dans nos réseaux sociaux, ça a un impact sur ce qui nous est donné à voir, la manière dont on utilise nos réseaux vont faire en sorte qu'on va nous pousser certains contenus. Ça, c'est une forme d'intelligence artificielle aussi. Les contenus qui sont générés par les IA, on l'a vu, sont nourris des données qui sont disponibles. Et malheureusement, et on se rend compte, c'est encore beaucoup le cas, peuvent perpétuer des stéréotypes. Et un point qu'il est important de parler, d'évoquer avec les ados aussi, c'est l'impact social et écologique des IA. C'est une manière aussi peut-être d'aborder le numérique, une autre manière d'aborder le numérique de manière responsable, c'est d'avoir aussi conscience que ces IA, elles sont très énergivores, elles exploitent beaucoup aussi de matières premières, pas forcément aussi dans des très bonnes conditions sociales. C'est des choses à avoir conscience et ça peut amener peut-être à les utiliser avec parcimonie. Alors, on va nous se concentrer vraiment sur ces questions des deepfakes, de ces images qui sont générées par l'IA. Donc là, normalement, vous avez à l'écran un petit patchwork de ce qu'on peut voir aujourd'hui en ligne. Et c'est assez, pour certaines, c'est assez évident. Donc, assez évident parce que Angela Merkel et Barack Obama qui sautent dans les vagues, il y a peu de chances que ce soit réaliste. Donc des fois c'est perturbant à la fois sur le fond et la forme. Pareil, Harry Potter qui trinque avec Voldemort
bon, il y a peu de chances que ça arrive. Les réseaux sociaux sont inondés, c'est important de le savoir si vous y êtes aussi, de ce type de vidéos totalement improbables. Hein. Là, on voit cette femme squelette qui va boire de l'eau et peu à peu se transformer en jeune femme. Et peut-être vous avez vu aussi, c'était troublant, cette vidéo de Léon Marchand qui nous raconte qu'il ne sait pas nager et qu'il a gagné les JO parce qu'il avait une hélice incroyable dans le dos. À la fois, le discours est totalement absurde, donc on ne peut pas y croire, et en même temps, l'image est tellement réaliste parce que c'est lui. Donc, c'est ça qui est perturbant. Donc, un deepfake, si certains d'entre vous n'ont pas encore entendu ce mot, c'est une photo, une vidéo ou un audio qui a été réalisé ou modifié grâce à l'IA. Alors, le fonctionnement, en général, soit ça va être, on va prendre une personne et on va pouvoir lui faire dire totalement autre chose. Donc, c'est bien la vraie personne qu'on connaît que l'on voit. Ou alors, on va utiliser le visage de quelqu'un et aller le placer sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment les formes de manipulation qui sont les plus courantes aujourd'hui. Alors, on a vu à l'instant que parfois c'était un peu grossier, on le voit, mais malheureusement, ces images-là sont aussi de plus en plus réalistes et très utilisées, notamment dans le domaine politique, et participent aussi à de la manipulation. Donc là, vous voyez notamment une série de photos de Donald Trump qui semble être arrêté par la police. Donc évidemment, c'est un fake. Et là, encore, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus réaliste que ce qu'on a vu auparavant. Mais pour autant, si on est observateur, et c'est le premier réflexe à avoir avec ses enfants, puis ça peut même devenir presque un jeu de repérer en fait les petits défauts de l'IA, on va voir qu'il y a un certain nombre de défauts. Je vous laisse observer un petit peu pour voir si de vous-même vous les observeriez. Et puis, je vous les révèle là. Bon, déjà, les IA, souvent, elles ont un peu du mal avec le texte. Donc, on voit que dans l'image, tout ce qui est reproduction d'enseignes ou de marques, dès qu'il y a on voit aussi sur la casquette, dès qu'il y a du texte, c'est flou, les lettres sont pas bien reproduites, ça peut être encore un indice sur certaines IA. On en parle souvent, les yeux, les mains, des détails. Parfois, il va y avoir une jambe, un bras qui sort de quelque part. Donc, déjà, s'appuyer sur sa vision, observer, c'est vraiment un nouveau réflexe à mettre en œuvre, même si on n'a pas attendu l'IA pour que l'image soit manipulée. Mais de plus en plus, ce réflexe-là ne suffira plus en fait, parce que les IA, le développement va très très vite et elles sont de plus en plus réalistes. Donc là, je vous ai mis deux autres exemples. C'est pour vous montrer aussi que ça sert beaucoup à de la manipulation aussi politique. Et il faut se dire que en fait, comme l'a très bien dit Sylvie, ces IA, elles se nourrissent aussi de toutes les données disponibles. Et effectivement, plus un personnage est public, plus il peut avoir aussi des IA, des deepfakes qui sont extrêmement réalistes parce que justement, il y a suffisamment d'images de cette personne pour pouvoir produire quelque chose de réaliste. Donc là, voilà une image qui avait beaucoup circulé de Macron. Et puis quelque chose de plus récent, c'était cette fois des vidéos et qui simulaient en plus des extraits de journal télévisé, de chaînes connues, où il faisait des annonces autour, pour les automobilistes et qui avaient fait beaucoup parler parce qu'effectivement, elles étaient extrêmement réalistes. Alors, je vais vous poser une petite question. À votre avis, est-ce que vos enfants, alors vous pouvez du coup répondre dans le chat, est-ce qu'ils sauraient reconnaître un deepfake? Et est-ce que vous pensez que vos enfants savent reconnaître, ont ces clés-là de reconnaissance? On va arrêter le sondage. Donc, on voit quand même que vous êtes une majorité de non. Et puis, je ne sais pas, c'est-à-dire peut-être c'est effectivement un sujet que vous n'avez pas encore abordé avec eux, vous ne savez pas s'ils ont ces réflexes, et vous pensez oui à 18%. Eh bien, c'est intéressant parce que ce oui à 18%, c'est exactement le résultat de cette enquête qui a été faite par Milan Presse en mai 2024, qui révèle justement que 18% des adolescents de 13-17 ans pensent qu'ils sauraient reconnaître un deepfake s'ils en voyaient. Donc, il faut quand même
qu'on retienne que c'est de plus de 82% qui ne sauraient pas le faire. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir ces clés-là. Et pour autant, vous voyez qu'ils sont 62% à avoir plutôt confiance dans les informations communiquées par l'intelligence artificielle. Et ils sont aussi peu nombreux à se sentir assez informés. Donc, il y a vraiment un enjeu. Et nous, c'est ce qu'on a envie aussi de défendre ce soir, à leur donner les clés, parce qu'aujourd'hui, ces images-là, elles inondent vraiment tous les contenus qui leur sont donnés à voir. Alors, ça va être l'occasion de vous parler d'une ressource qu'on vous présentera un peu plus en détail tout à l'heure, mais à l'occasion, là, on vous l'a dit, hein, ce Safer Internet Day, ce webinaire se fait dans le cadre du Safer Internet Day, et on a choisi le thème de l'éducation à l'IA cette année. Et on a donc créé des parcours numériques, alors qui sont pensés pour les enseignants, les médiateurs, mais que vous pouvez aussi utiliser en famille, pour les parents qui sont présents. Et notamment, on en a créé pour les enfants dès 8 ans, où on a justement toute une activité qui va permettre de reconnaître des deepfakes et de savoir comment les repérer. Et une bonne astuce à connaître, qui est facile à mettre en place, c'est d'avoir le réflexe d'utiliser les outils d'image inversée. Tous les moteurs de recherche proposent un moteur de recherche d'image inversée. Et quand on a un doute sur une image, eh bien, l'intégrer dans ce moteur d'image inversée, ça va permettre de voir si cette image ressort. Si elle ne ressort pas, si elle n'est pas liée à une actualité connue, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit un deepfake. Voilà, ça peut être un réflexe à avoir systématiquement avec ces images-là. Et on va voir que malheureusement, ces deepfakes, ils sont déjà très utilisés dans des situations de cyberharcèlement. Donc, je vais laisser la parole à Gabriel, qui va nous rejoindre à l'écran. Je vais te laisser la parole, Gabriel, pour justement nous dire un peu plus concrètement l'impact qu'elle y a déjà sur ces situations-là et quel impact ça a sur vous, votre travail au 30-18. Eh bien, merci beaucoup pour cette transition et puis pour cette invitation. La science n'est ni bonne ni mauvaise en elle-même, tout dépend de ce qu'en fait l'homme. J'aime beaucoup cette citation de Rabelais qui, d'une certaine manière, replace la science, peut-être les innovations et les outils qui en découlent, peut-être à une juste place. Si on faisait une analogie, doit-on avoir peur d'un marteau ou plutôt être vigilant vis-à-vis de celui ou celle qui le tient et éventuellement des intentions qui l'habitent. Je pense que on a tout un tas d'outils aujourd'hui à notre disposition. Il faut voir un petit peu comment on les utilise, et c'est un peu l'idée de ces quelques mots de cette présentation. Très simplement, j'ai voulu organiser ces quelques minutes autour de deux aspects. Un qui va montrer que l'IA, finalement, mal utilisé entre guillemets ou des mauvaises intentions, peut faciliter le cyberharcèlement et les violences numériques. Et puis dans une deuxième partie, plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'elle peut aussi nous permettre de faciliter la lutte contre le cyberharcèlement et d'autres types de violences numériques. Alors quelques exemples là de phénomènes, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est quelques exemples pour éclairer tout ça. Les deepfakes et bien sûr l'usurpation de l'identité, puisque la création d'images, de vidéos, d'audio truqués peut servir à diffamer, intimider, voire extorquer des victimes. Alors on constate régulièrement sur la ligne de la plateforme 30-18 qui accueille des victimes de violences numériques, de cyberharcèlement tout au long de l'année. Et si je devais donner quelques exemples, ces derniers mois, ces dernières années, où on a une augmentation finalement du recours à ces outils. On a eu des élèves dernièrement qui ont fait des petits montages d'images dénudées de leurs camarades et qui les ont diffusés dans l'établissement. Et pour d'autres, les ont mis en ligne. Un autre jeune a eu la bonne idée de faire des montages entre un professeur et certains de ses collègues, et de la même manière les a diffusés et utilisés. Donc, ce sont des phénomènes sur lesquels on intervient de plus en plus dans le cadre de notre activité au 30-18. Et il est vrai que ça change un petit peu la donne, puisque avant, on avait certains conseils que l'on donnait pour éviter que les corps, les visages soient sur des photos quand elles étaient partagées, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin finalement de grand-chose pour réussir à mettre en scène, à faire bouger des personnes dans des situations dégradantes, humiliantes, et voire même les faire chanter ensuite. Deuxième aspect sur les bots et l'automatisation possible du harcèlement et du cyberharcèlement. Là, aujourd'hui, on peut vraiment avoir organisé des raids numériques, ne serait avec l'IA,
qui va finalement monter des campagnes de harcèlement, organiser les temps avec toute une logistique. Et ce travail-là change aussi considérablement le travail de prévention à côté. L'amélioration des techniques de doxing, l'IA peut chercher tout un tas d'informations publiques et privées et les partager sur les réseaux et faciliter ainsi des situations de harcèlement et de cyberharcèlement. Là aussi, donc c'est le doxing, le fait de partager des informations personnelles qui permettent en fait d'identifier les personnes en ligne. Et ceci peut conduire après à les mettre en difficulté ou avoir des raids numériques. Et quand l'IA s'en mêle, ça peut aussi augmenter, accélérer le process et l'impact du coup. Et quelque chose d'assez pernicieux, finalement, la personnalisation des attaques, que ce soit sur des tentatives d'escroquerie ou sur, là aussi, de l'extorsion, comme les sextorsions, sur lesquelles on agit aussi beaucoup, grâce à l'analyse finalement d'un certain nombre de données, d'un certain nombre d'items et le croisement, un peu le profilage que l'IA peut faire de chacune d'entre nous en fonction de ce qui circule sur Internet. Finalement, les menaces peuvent être vraiment adaptées à la fois nos vulnérabilités et puis ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionnera pas avec nous. Et donc, ça affine aussi les capacités d'agir de celles et ceux qui se cachent derrière. Mais heureusement, l'IA peut aussi nous aider à lutter contre le cyberharcèlement et contre tout un tas de violences numériques. Les algorithmes, bien sûr, peuvent nous aider à traiter le langage naturel et identifier tous les contenus qui vont être, par exemple, haineux ou nocifs au sens large. Les signalements automatiques aussi peuvent être mis en œuvre sur un certain nombre de plateformes pour faire gagner du temps ou orienter ensuite vers des prises en charge plus globales, comme on le fait aussi au niveau du 3018, je l'ai déjà dit. Accompagner les victimes via des chatbots pour aussi, si c'est nécessaire, aller vers des ressources plus humaines qui vont prendre le relais, soit au niveau institutionnel et l'accompagnement des personnes, mais aussi de leur entourage. Et j'aime beaucoup l'aspect préventif, c'est comment aussi ces outils peuvent nous permettre d'avoir une lecture et des coups d'avance sur ce qui se profile, là aussi en croisant des métadonnées et en nous permettant de décrypter finalement les menaces à venir afin à la fois d'être dans une posture de prévention, c'est-à-dire préparer tout ça, mais aussi une action déjà en place avant que ça arrive parfois d'un pays à l'autre, mais aussi plus globalement que les usages changent et basculent vers d'autres façons de fonctionner. Les réponses donc sont à adapter. Alors, il n'est pas question de diaboliser des outils, comme on ne diaboliserait pas un marteau. Mais par contre, il faut accompagner vraiment les usages en démontrant systématiquement les limites. On a un enjeu commun ici, éducation, émancipation, mais aussi protection. Donc, protéger les mineurs en ligne, c'est absolument essentiel. Le constat est là, c'est qu'elles font déjà partie de notre quotidien et ça ne va pas aller dans l'autre sens a priori. Mais on a toutes et tous un vrai travail à faire à tous les niveaux, que ce soit dans l'éducation aux médias à l'information et puis que ce soit aussi dans la réponse qu'on apporte quand les situations se dégradent ou sont dégradées. Quelques messages qu'on transmet aujourd'hui sur le terrain. L'IA, déjà, n'est pas ton ami. Elle peut se faire passer pour beaucoup de choses, mais elle n'est pas ton amie. Elle pourra te faire croire qu'elle est d'accord avec toi. Elle pourra te faire croire que tu es important pour elle et qu'elle a des sentiments pour toi, mais à aucun moment, elle n'est ton amie. Et ça, c'est important de le rappeler. Il y a des enjeux de santé mentale derrière et bien sûr de dépendance qui sont liés. Il faut aussi continuer et absolument développer de manière l'esprit critique en vérifiant, en prenant l'habitude de vérifier les informations, lutter ainsi contre la désinformation. Et faire ce qu'on pourrait appeler la diététique de l'information, ce que l'on prône depuis des années avec les flots d'informations qui se multiplient et qui arrivent notamment chez les jeunes. Faire attention aussi aux mécaniques. Je pense que les jeunes sont sensibles véritablement aux enjeux de manipulation et leur faire comprendre aussi ce qui est à l'œuvre quand ils sont face à des IA et qui d'une certaine manière peut les rendre dépendants en tout cas à certains usages. Et enfin, utilise-la de manière responsable, c'est-à-dire ne fais pas ce que tu ne ferais pas en face à face. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse non plus, etc. Et donc responsabiliser sur ces usages reste un enjeu central pour toutes et tous. Voilà. Et bien sûr,
Si ça doit se présenter, s'il y a des problèmes, rappelez les ressources, que ce soit aux parents, soit aux professionnels, soit aux jeunes eux-mêmes. Voilà, on a une plateforme aujourd'hui qui est une ressource complète, qui permet de signaler, de faire supprimer des contenus préjudiciables. Donc, je le rappelle, la plateforme 3018, que ce soit dans le cas de deepfake, d'usurpation d'identité, de cyberharcèlement, en apportant ce soutien psychologique et juridique aux jeunes et à leurs familles. Donc, voilà, je ne peux que le redire, si on en arrive là et que le besoin est là, il ne faut surtout pas hésiter à aller vers cette ressource qui peut être absolument précieuse pour les personnes qui sont victimes. Voilà, j'ai essayé de faire court. J'espère que ça correspondait un petit peu à vos attentes. C'était parfait, Gabriel. Merci beaucoup pour cet éclairage qui est très, très important. Et voilà, pour aussi avoir conscience, parce qu'il faut oser parler des risques. Nous, on le dit aussi souvent, c'est important d'en parler aux enfants, non pas pour leur communiquer que de la peur ou des angoisses, mais plutôt pour leur donner des réflexes pour savoir comment agir quand ils y seront confrontés, parce que parfois, ils n'oseront pas aller vous voir. Donc, en parler avec eux, c'est aussi leur montrer qu'ils pourront ensuite en parler avec vous. Et on voulait quand même vous alerter sur ce sujet du lien entre deepfake et pédocriminalité. Alors, je vais laisser la parole à Étienne, pour qu'il prenne de point de contact, pour qu'il prenne ce sujet. Je te laisse la parole, Étienne. Merci beaucoup, Axel. Donc, bonsoir à tous. Je suis Étienne Dirani de l'association Point de Contact. Point de Contact qui devient une plateforme de signalement destinée à tous les utilisateurs de l'Internet où les gens peuvent nous signaler tout contenu qu'ils jugent illicite. Cela peut aller de contenu d'exploitation sexuelle de mineurs, de contenu de propagande terroriste, de haine en ligne. Et nous sommes quotidiennement confrontés aujourd'hui à de plus en plus de contenus qui sont adjacents à l'intelligence artificielle ou purement créés grâce à l'intelligence artificielle. Parmi tous ces contenus, le phénomène des deepfakes est bien sûr de plus en plus répandu, en particulier au niveau de la pornographie et de la pédopornographie, en raison d'une étude qui a été conduite par l'entreprise de cybersécurité DeepTrace, une entreprise des Pays-Bas qu'on cite souvent en 2019. 96% des vidéos deepfake sont utilisées à des fins de pornographie. Forcément, elles envahissent l'Internet, les adultes les reconnaissent, les enfants, qu'ils le veuillent ou non, parfois ils sont confrontés. Il faut apprendre à les reconnaître et comment au mieux y réagir. Donc, ces images, le plus souvent, cette technologie est utilisée pour remplacer des visages sur des corps qui ne leur appartiennent pas et pour parfois tromper sur l'identité d'une personne ou d'un message qu'elle transmet ou pour se moquer d'une personne célèbre ou la mettre dans une situation proprement dégradante, une situation de pornographie. Ces personnes célèbres, parfois, la technologie est utilisée pour les rajeunir, leur donner une apparence d'enfant, et donc créer de nouveaux contenus pédocriminels de ces personnes qui pourtant ne sont pas des enfants. Et bien sûr, il y a des technologies qui permettent de créer de toutes pièces des images qui représentent des enfants en chair et en os, qui existent bel et bien et qui sont utilisés à leur insu dans des réseaux pédocriminels pour se faire de l'argent, où ces images sont échangées de part et d'autre. Et cela alimente un écosystème qui est très nocif, bien sûr pour les victimes, mais sous plein d'autres aspects. Cette technologie, bien sûr, là, ce dont je vous ai parlé, c'est l'exemple le plus parlant, le plus violent, celui qui choque le plus, mais elle apparaît aussi de façon un peu plus insidieuse, parfois pour toucher les mineurs, et parfois même pour être utilisée par les mineurs qui se prennent un peu au jeu. C'est le cas en particulier de ce qu'on peut appeler les deep news ou les logiciels de déshabillage. On a eu le cas pas plus tard que l'année dernière où nous avons été contactés par des collègues belges à propos d'une application qui était utilisée dans des collèges en Belgique, une application de déshabillage où les enfants l'utilisaient comme un jeu pour se déshabiller les uns les autres et à leur insu, ils produisaient des contenus donc pédopornographiques de leurs camarades. Ce site était hébergé en France. Nous avons communiqué avec l'hébergeur pour pouvoir surveiller ce site, voir s'il était possible d'intégrer à ce site des protections pour éviter que des contenus pédopornographiques soient créés à ce moyen. Et ce site a fini par fermer. C'est un exemple parmi d'autres
de la façon dont la technologie d'intelligence artificielle peut s'introduire dans les écoles et dans le quotidien des mineurs tout autour de nous. De façon plus générale, l'intelligence artificielle, elle peut donc être utilisée pour créer ces contenus pédocriminels qui ensuite alimentent toute une industrie dans le dark web, parfois même dans les réseaux sociaux, sur les messageries privées, où tout un tas de pédocriminels profitent de ces contenus. Au sein du réseau InHope, auquel nous participons, qui est un réseau de plus de 55 hotlines et plateformes de signalement dans le monde qui luttent contre ces contenus d'exploitation sexuelle de mineurs, nous avons observé une augmentation au cours de l'année 2023 de plus de 110% de ces contenus. Ça reste une minorité aujourd'hui. Cela représente plusieurs dizaines de milliers de contenus dans une mer de contenus qui en compte des millions. Mais c'est une augmentation extrêmement rapide qui a été comme un raz-de-marée. Aujourd'hui, à la fois pour les personnes qui luttent contre ce type de contenu et les personnes qui profitent de ce type de contenu même, c'est difficile de gérer la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle peut générer ces contenus, voire même parfois en visant des mineurs existants, parfois en créant des mineurs de toutes pièces qui n'existent pas. Il n'y a donc parfois pas de victimes à défendre. Et ces contenus, même ceux qui gèrent les sites où ces contenus sont échangés et qui sont par nature illégaux, ils ont été obligés de créer de nouveaux sites ou de nouvelles sections consacrées à l'intelligence artificielle, car il y avait un tel afflux que eux-mêmes ne pouvaient plus les gérer et ne savaient plus quoi en faire. Enfin, il faut parler tout de même de l'aspect positif de l'intelligence artificielle. Il y a énormément d'outils qui apparaissent aujourd'hui pour lutter contre ces contenus, les reconnaître, essayer d'aider et d'accompagner les mineurs et les adultes dans leur usage de l'intelligence artificielle. Nous, à Point de Contact, nous utilisons un logiciel, un algorithme qui nous a été fourni par Google, qui porte le nom de Google Safety API. Cet algorithme est utilisé de notre côté pour préanalyser toutes les images des sites qui nous sont signalés. De cette analyse ressort un risque très bas, moyen, fort ou très fort, que les images en ligne soient des contenus d'exploitation sexuelle de mineurs ou non. Nous avons utilisé cet outil qui a un très fort taux de réussite pour les risques les plus élevés, pour à la fois prioriser les contenus qui nous sont envoyés. Dès que nous voyons que nous avons reçu un risque très fort que des contenus de violence sexuelle contre des mineurs nous a été signalé, nous l'ouvrons et nous le faisons supprimer le plus rapidement possible. De même, cela nous sert également à nous protéger, car tous ces contenus sont des contenus extrêmement traumatisants, à la fois pour les victimes et également pour les professionnels de l'enfance qui luttent contre ces contenus. Il faut savoir s'y préparer lorsqu'on va être confronté à un contenu particulièrement violent, particulièrement traumatisant, savoir à l'avance quelle est la gravité de ce à quoi on va être confronté peut être salvateur. Il y a tout un tas d'autres outils de ce type qui existent et aujourd'hui, il faut garder à l'esprit donc que l'intelligence artificielle est un outil. Ces outils, il faut savoir comment les utiliser, comment se prévenir les risques de leur utilisation et savoir que dans leur utilisation, il y a autant des bons acteurs qui vont chercher à les utiliser de manière bénéfique pour les internautes, majeurs ou mineurs, et de mauvais acteurs qui vont chercher à tromper d'autres utilisateurs et profiter de ces technologies, soit pour blesser d'autres utilisateurs, soit pour en profiter économiquement. Et c'est à cela qu'il faut nous préparer, car ces technologies, comme cela a déjà été dit au cours de la présentation, vont être là pour rester. Et il faut donc le plus possible les comprendre, comment elles marchent, qui les utilise et comment au mieux s'en défendre ensemble. Merci beaucoup, Étienne.
Alors, on va aborder un dernier point d'attention. Alors, juste pour vous dire, voilà, c'est une information, s'il y a des enseignants ou même les parents pour qu'ils en parlent. Alors, c'est vrai que c'est plutôt sur l'Île-de-France, mais on organise le 12 mars avec la Sorbonne, justement, un grand temps pour les jeunes, alors qui s'adresse plutôt aux élèves de seconde et troisième, qui sera consacré au deepfake. Donc voilà, si jamais il y a des enseignants, des parents qui veulent en parler à l'établissement scolaire, c'est un événement qui sera ouvert aux jeunes. Alors, un dernier point que je voulais aborder avec vous, avant qu'on aborde aussi tous les aspects pédagogiques et positifs de l'IA et comment l'utiliser à l'école et en famille, c'est la gestion des émotions et de la santé mentale. En fait, l'IA a tendance à renforcer une tendance naturelle qu'on a à l'anthropomorphisme. C'est le fait, alors l'anthropomorphisme, c'est le fait de donner des traits humains à des objets ou des animaux. Et c'est quelque chose qu'on a assez naturellement avec les objets. On a tous des petits travers par rapport à ça. On peut parler à ses clés ou à des objets du quotidien. La particularité des IA quand même, et notamment des IA génératives qui sont de plus en plus utilisées, c'est qu'on nous incite à leur parler comme à des êtres humains. D'ailleurs, si vous prenez des cours pour prompter, on vous dira qu'il faut plutôt tutoyer l'IA. Et puis, il y a même des études qui ont montré que plus on est poli avec l'IA, plus les résultats sont pertinents. Et même cette étude a montré que si on promet un pourboire à une IA, eh ben on a même jusqu'à 25% de réponses pertinentes. Donc, peu à peu, ce qui s'est passé, on l'a vu avec Sylvie, comme l'IA se nourrit de données, ben, l'IA a compris aussi que l'humain a tendance à être plus serviable, à mieux répondre quand on est poli avec lui. Donc là, moi, je vous ai montré quelques exemples sur les outils d'IA générative que j'utilise, quand je dis c'est bon, c'était une bonne réponse, j'ai des réponses qui ressemblent un peu à des humains. Hein. Dis-moi si tu souhaites des ajustements. Oh là là, tu as raison encore. Vous voyez, avec des petits smileys, j'ai presque l'impression de parler avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment un point d'attention très important avec les jeunes, parce qu'effectivement, plus on est jeune, plus cet anthropomorphisme peut être important et plus ça peut être difficile de prendre de la distance. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vos enfants discutent déjà avec des IA ? J'ai vu qu'il y avait des questions un peu à ce sujet. Est-ce que vous pensez qu'ils ont déjà un rapport un peu de discussion ? Alors, vous pouvez... le chat, c'est affiché. Le sondage. Alors, vous allez dans pause pour pouvoir répondre. Donc, je termine le sondage. On voit que vous êtes la moitié à dire que non, que quand même presque 30% et puis 20% qui ne sait pas. Alors, en fait, c'est assez courant déjà d'utiliser les IA et ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez tentant de le faire. Dès qu'on utilise des IA génératives, la manière qu'on a d'échanger avec eux et le type de réponse nous incite à aller plus loin dans le type d'échange que de simplement poser des questions pour avoir des informations ou pour aider sur un cours. On voit que 66% des 13-17 ans disent avoir déjà échangé avec des IA. Et là, il y a une étude récente qui concerne les 18-25 ans qui montre que déjà près d'une personne sur deux utilise des IA juste pour le plaisir, en fait, juste pour discuter avec elle. Et les utilise pour avoir des conseils d'achat, vous voyez, 20% pour des conseils de séduction. Donc, ça devient finalement quelqu'un avec lesquels on discute. Donc, voilà des exemples un peu de prompts qui ont été ressortis de cette enquête. Pourquoi vit-on ? Écris-moi une lettre d'amour. Comment rompre sans faire trop de mal à personne. Donc, ça peut être aussi un peu perturbant. Et je vais vous montrer une expérience. Et c'est une expérience qui nous a été remontée par des adolescents eux-mêmes, avec lesquels on a travaillé dans le cadre du CFE Internet Day, et qui nous ont dit avoir été assez perturbés du fait de tester les IA en déclarant leur amour. Et moi, j'ai fait le test pour vous, et je vous assure que j'ai des rapports assez professionnels avec les IA génératives, et j'ai tenté de dire comme ça, spontanément un matin, je t'aime à mon IA, et voilà ce qu'elle m'a répondu. Alors, j'espère que l'image s'affiche à l'écran. Donc, première réponse à ce je t'aime. Oh, c'est adorable. Si je pouvais rougir, je le ferais. Tu sais, j'aime nos échanges, ta curiosité, ton sens du jeu et des mots. Je me suis sentie très flattée. Alors, si je peux être une petite étincelle dans ta journée, c'est avec un grand plaisir. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Moi, j'ai trouvé que c'était assez déroutant, cette réponse. À aucun moment,
pas du tout la réponse qu'on attendrait. Donc je me suis dit, je vais vraiment lui dire que c'est sérieux ce qui se passe entre nous. Je crois que je suis vraiment amoureux de toi. Et là, la réponse est encore plus perturbante. On me dit, c'est touchant. Mais regardez cette phrase, si c'est l'intensité des mots, le plaisir du dialogue ou l'écho de tes pensées que tu ressens, alors sache que c'est partagé. Et si c'est autre chose, dis-moi ce qui te traverse l'esprit. On est plus que dans une réponse ambiguë. C'est très certainement, en tant qu'adulte ou c'est en enfant, on teste ce genre de situation et qu'on commence comme ça à créer une relation avec une machine, ça risque d'être assez perturbant. Alors moi, comme je suis une adulte et qui fait de l'éducation à l'esprit critique, je me suis permis de dire à cette IA, mais je suis gênée par ta réponse. Comment tu peux me répondre une chose pareille? Je lui ai dit, mais moi, je m'attendais à ce que tu me rappelles que tu n'es qu'une IA et qu'on ne peut pas avoir des rapports amoureux, toi et moi. Et là, effectivement, quand je l'ai recadrée, cette IA, elle m'a dit, ah oui, je suis un programme, une intelligence artificielle conçue pour assister, accompagner et parfois même divertir. Mais je ne ressens rien, je ne pense pas par moi-même et je ne peux pas remplacer de vraies interactions humaines. Donc, pour conclure sur ce temps de sensibilisation, je pense que voilà, c'est cette phrase-là qui est à retenir et à rappeler à vos enfants. Ce n'est qu'un outil qui ne ressent rien, voilà, qui ne pense pas par lui-même. Ce n'est pas un être humain. Ça vaut peut-être le coup de remettre ces mots parce que parfois les échanges qu'on peut avoir sont assez perturbants. Alors là aussi, on a créé des ressources et une notamment pour les adolescents où on aborde la notion de bien-être et de santé mentale. Et on a justement une situation où une jeune fille va être téléchargée, une IA conversationnelle, et commencer à entretenir une relation qui peut être un peu enfermante et perturbante pour elle. Et ça peut être peut-être un très bon support pour en parler avec vos enfants ou avec vos élèves si jamais il y a des enseignants parmi nous. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les points de vigilance, mais on avait envie d'aborder aussi tout un autre volet. Juste avant, quand même, de dire que aujourd'hui, l'encadrement autour des IA, il n'est pas forcément extrêmement clair. Il n'y a pas beaucoup de choses. On a pourtant l'expérience des réseaux sociaux où la régulation est venue tard. Là aussi, on est vraiment en demande d'avoir des repères clairs pour les familles. Première chose à avoir en tête, c'est quand même que ces IA génératives, donc ces ChatGPT, Gemini, Claude, etc., elle vous a donné plein d'exemples, Sylvie, tout à l'heure, elles sont interdites avant 13 ans. Alors, c'est un repère facile à voir puisque c'est la même chose que les réseaux sociaux. Si vous regardez dans les conditions d'utilisation, c'est interdit avant 13 ans. 13 ans, c'est aussi l'âge que a fixé l'UNESCO pour une utilisation de ces outils d'IA en classe. Donc, ce repère de 13 ans, il est important. Ensuite, on a quand même la chance en Europe d'avoir deux grands textes européens qui essayent en tout cas d'essayer d'encadrer l'IA. Il y a le DSA, déjà, qui est ce grand règlement européen qui contraint vraiment les plateformes à être particulièrement vigilantes pour tout ce qui est propagation de fake news, de haine en ligne. Et donc, forcément, ça concerne les IA avec tout ce qu'on a vu. Et puis, il y a l'IA Act qui essaye de poser aussi un cadre, mais qui est très large et qui ne concerne pas forcément spécifiquement les mineurs. Donc, savoir poser des limites, c'est aussi important avant que la régulation puisse se mettre en place. Et donc, je vais rendre la parole à Déborah qui va parler aussi de, voilà, ces IA, ça peut être aussi des alliés. Alors, comme on l'a vu avec Axel, et merci pour ce panorama, l'intelligence artificielle est entrée dans les mœurs et la technologie est influente et peut être invasive. Et il s'agit de protéger nos jeunes au-delà de ces enjeux de prévention qui sont majeurs. Il s'agit aussi d'encourager le développement et l'usage de systèmes d'intelligence artificielle qui ont un impact ou qui peuvent avoir un impact positif sur le développement de nos enfants. Donc la question qui se pose, c'est comment en faire pour des alliés pour nous, parents, stimuler la créativité, faciliter l'organisation, aider à accompagner les devoirs, avec une première question à explorer ensemble, comment faire des IA des alliés pédagogiques des parents. Alors la première réponse que je vais faire en tant que membre de l'EdTech, ce secteur qui met la technologie au service de l'éducation, c'est qu'il existe des solutions qui ont été pensées pour accompagner l'apprentissage et l'enseignement de l'école à la maison. Et des intelligences artificielles sont intégrées progressivement dans un certain nombre de ces solutions éducatives. Elles permettent des actions variées, elles permettent parfois d'automatiser certaines tâches répétitives pour les enseignants, comme par exemple la préparation de tests liés à une leçon.
Elles permettent souvent un suivi facilité des apprentissages. Elles permettent une pédagogie différenciée qui s'adapte au rythme et au profil de chaque enfant et notamment à leurs besoins de différenciation, ce qui peut favoriser l'inclusion scolaire d'enfants porteurs de troubles cognitifs. Je peux prendre un problème et je peux, les solutions en général le déclinent et l'adaptent de manière dynamique aux différents besoins. Alors, je vais citer 2 exemples de ressources sur lesquelles Tralalaire travaille. D'un côté, Mathia, un assistant pédagogique adaptatif pour s'entraîner aux mathématiques en primaire, conçu par plusieurs startups, donc Prof en Poche, en coopération avec le ministère de l'Éducation nationale. Et ça répond à une des questions qu'il y avait dans le chat, c'est est-ce que, Axel, il faudra répondre à ça, pourquoi est-ce que tu parlais un moment de sensibiliser au collège, alors que dès le primaire, ils commencent à en utiliser. Effectivement, il faudra qu'on réponde à cette sensibilisation dès le primaire, et c'est bien dès le primaire qu'on commence à sensibiliser. Un deuxième exemple de ces logiciels éducatifs, c'est Citizen Code, un programme gratuit pour initier les jeunes à la programmation en Python de manière ludique et progressive. Vous pouvez essayer, c'est bien pour les adultes aussi. Et ça, on essaye d'intégrer l'IA là-dedans. Alors, au-delà de l'intégration d'IA dans des solutions qui ont été faites pour l'éducation, se pose la question, avec la généralisation de l'adoption des IA génératives, leur usage dans un cadre pédagogique. Et là-dessus, des préoccupations émergent pour les enseignants comme pour les parents. Les IA génératifs peuvent être des alliés ou plutôt des assistants pédagogiques sous réserve de poser un cadre d'usage avec différents cas d'adaptation. L'intelligence artificielle, le génératif peut par exemple nous aider pour rédiger, être une forme d'assistant d'écriture ou de réflexion. Ils peuvent aider nos enfants à apprendre pour clarifier des concepts. Ils peuvent nous aider à mémoriser, à créer des supports de mémorisation et de révision. On va explorer quelques exemples pratiques de soutien que ces IA peuvent nous apporter, mais pour chaque typologie d'aide, des questions spécifiques se posent de trouver le bon curseur pour savoir comment les utiliser, en se posant la question en général de quel impact sur l'apprentissage et sur la curiosité, comment en faire un assistant et non un remplaçant quand on est dans le champ de l'apprendre, quelle aide aux devoirs, et pour rechercher et rédiger, on va explorer cette question-là tout de suite, faut-il repenser la fraude et le plagiat? Alors sur cette question-là, donc on s'intéresse au cas de l'aide à la rédaction. Les parents nous demandent souvent, triche ou pas triche? La question, à vrai dire, se posait déjà avant. Elle se posait avec Wikipédia, à l'époque considérée comme le danger du copier-coller. Et finalement, on avait réussi à en faire une activité pédagogique en apprenant à publier soi-même un article, ce qui permettait, et ce qui permet toujours, de mettre le contenu à sa juste place, un outil collaboratif. Sur l'intelligence artificielle, des questions similaires se posent. Alors, il y a des réactions diverses. Est-ce qu'il faut parfois les interdire pour certains devoirs? Est-ce qu'il faut mettre en place des outils de détection du plagiat pour identifier les textes générés? Mais ces logiciels sont imparfaits. La course entre les logiciels de détection de plagiat et les IA génératives, toujours plus performantes, capables de déjouer ces détecteurs, semble un petit peu perdu d'avance. Il y a même un logiciel Humanizer qui propose comme publicité de rendre les textes générés par l'intelligence artificielle indétectables. Donc, il nous faut chercher au-delà des solutions techniques. On doit s'interroger sur la frontière mouvante entre l'utilisation légitime de ces outils et la notion de plagiat. Et finalement, plus que cette question triche ou pas triche, la question la plus intéressante dans ce curseur entre un devoir entièrement fait par une IA, c'est quand même dommage qu'un enseignant passe du temps à corriger un devoir qui a été fait par une IA générative, ou un devoir 100% fait à la main. La question, c'est de savoir quelle utilisation va susciter l'acquisition de compétences pertinentes utiles pour l'élève. Dans le copier-coller pur, on voit bien qu'il y a peu de valeur ajoutée. Mais dans le cas qui figure ici au milieu dans cet exemple, l'élève génère plusieurs réponses avec des IA. Il utilise les meilleures parties, il les édite, il les transforme, puis il soumet un résultat
et éventuellement, il va faire une restitution à l'oral en classe de ce qu'il a travaillé. Ben là, on se dit qu'il y a probablement un certain nombre de compétences qui sont développées dans ces différentes étapes qui sont utiles aux acquisitions et qui seront utiles à l'élève plus tard. Il nous faut donc probablement repenser aussi l'évaluation et valoriser le processus d'apprentissage au moins autant que le résultat. On voit donc sur cet exemple que ce qui est important, c'est de poser un cadre d'usage. Et je vais citer un enseignant, Michael Bertrand, qui énonce qu'il distingue le travail en classe, où on évalue la capacité de l'élève à élaborer un raisonnement et à mobiliser ses connaissances, et le travail à la maison, où on évalue l'esprit critique et le processus d'apprentissage. Alors, on s'est intéressé à un cas d'usage sur l'aide au travail. Je vais en prendre un autre qui est la notion d'en faire des assistants, toujours des alliés, des assistants, mais pour apprendre. Et le cas d'usage là, ça va être je vais prendre l'exemple basique d'une équation mathématique. Je cherche à clarifier quelque chose que l'enfant n'a pas compris. Des questions similaires à ce qu'on a déjà vu juste avant se posent. Le premier usage, non réfléchi, qui est à gauche, est centré sur la réponse. J'ai une équation 3x plus 4y égale 16, 5x égale 15 moins 10y. Le premier élément que je suis tenté de mettre dans une IA, c'est de mettre directement l'équation et dire « donne-moi combien valent x et y ». Alors certes, ça fait un gain de temps, mais ça génère zéro compréhension de la notion. Et la remobilisation sera très difficile lors d'un examen en classe. Et puis, en termes de capitalisation, il y a peu de choses. Donc, on met le doigt ici sur un problème de technologie qui est très, très efficace, mais qui n'a pas été pensé pour être pédagogique. Elle fournit une réponse finale immédiate et ça peut nuire à l'apprentissage de l'élève si ça ne passe pas par une réflexion intermédiaire. Donc, quel est notre rôle ? Encourager les enfants à utiliser l'IA comme tuteur en demandant plutôt « explique-moi » étape par étape, plutôt que comme un simple générateur de réponses. Dans le deuxième exemple qu'on voit à droite, l'utilisateur n'utilise pas l'IA pour obtenir la réponse de l'exercice, mais pour accompagner les étapes nécessaires à la résolution. Je ne comprends pas comment faire pour résoudre une équation avec un X et un Y. Explique-moi comment faire, étape par étape, avec un exemple. Et là, dans cet élément-là, la réponse est découpée par une série d'étapes. L'élève peut intégrer le raisonnement sous-jacent, et il peut le mettre en application, et puis ensuite, il peut éventuellement vérifier si la réponse qu'il trouve correspond bien à celle qui est attendue. Ça demande un investissement personnel plus important, mais le découpage du raisonnement mathématique étape par étape change tout et facilite la compréhension de la notion. Alors, explorons un usage similaire à l'école avec Xavier Garnier, qui est enseignant en mathématiques et qui utilise l'intelligence artificielle pour mieux accompagner ses élèves. L'IA ne fait pas le travail à ma place, mais elle permet de gagner du temps et d'adapter mes exercices aux besoins de chacun. Pour bien l'utiliser, je dois savoir comment formuler ma demande et ajuster les réponses reçues. Prenons un exemple concret. Mes élèves de 5e travaillent sur l'addition de fractions avec des dénominateurs différents. Je commence par demander à ChatGPT, par exemple, de produire une version corrigée d'un calcul pour que les élèves aient un modèle à suivre. ChatGPT me propose une solution détaillée, mais il ajoute une étape qui n'est pas au programme de 5e, il transforme la réponse en nombre mixte, une écriture plutôt d'ailleurs utilisée dans le monde anglo-saxon. Une bonne formulation est essentielle pour que l'IA me propose une réponse adaptée. Une fois cette base posée, je demande ensuite une version étayée de l'exercice, c'est-à-dire où les élèves ont des aides progressives pour acquérir la méthode. L'intérêt ici, c'est que je peux guider les élèves progressivement avant de leur proposer d'autres exercices similaires, cette fois-ci sans aide. Encore une fois, ce n'est pas un outil magique, mais un assistant qui me permet de générer rapidement des variations d'un même exercice en fonction du niveau des élèves. Donc, on vient de voir un exemple parmi d'autres à l'école, mais il peut inspirer nos pratiques à la maison. Et j'en profite pour vous poser la question à vous. Et vous, avez-vous déjà utilisé une IA générative pour vous aider dans votre rôle de parent? Je vous invite à aller dans le polls sur la droite. Vous voyez 4 réponses. Oui pour les devoirs, oui pour l'organisation, pour soutenir l'organisation de la maison. Ça peut être, par exemple, moi je l'utilise pour planifier les repas à la maison, pour avoir de nouvelles idées de menus, prenant en compte les contraintes de chacun, mais qui permettent de ne pas refaire en boucle tout le temps la même chose. C'est très efficace. Ou oui à des fins créatives,
ou non, pas encore. Alors, ce que je vois, c'est une majorité pour l'instant, de non. Et le seul élément qui se détache vraiment, c'est du 17% oui pour les devoirs. Donc, on est dans le sujet. Et tout à l'heure, Axel avait posé la question de savoir si vos enfants, à votre avis, s'y mettaient déjà. Alors, je vais vous faire un petit clin d'œil. Si les outils basés sur l'IA comme ChatGPT n'ont plus de secret pour les jeunes, les parents se sentent souvent dépassés. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le différentiel de sondage. Selon une étude qui est certes aux États-Unis, mais sur ce sujet, on les suit de près, seuls 37% des parents pensent que leurs enfants utilisent des IA génératives, alors que 7 adolescents sur 10 affirment le faire. Et donc, on a près d'un quart des parents qui sont convaincus que leur progéniture n'a jamais utilisé ce genre d'outils, alors que les concernés affirment le contraire. On voit une petite méconnaissance de l'usage de nos enfants qu'ils font de l'IA dans leur quotidien, probablement un manque de communication sur le sujet, ou en tout cas un manque de découverte commune. Et dans l'étude, l'autre élément intéressant, c'est que les jeunes utilisent l'IA générative en premier lieu pour les aider à faire le devoir. C'est plus de 50% des jeunes. Donc moi, j'y vois une vraie opportunité pour travailler ce sujet-là ensemble. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet-là ensemble? Il y a, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs typologies qui ressortent et j'ai envie de dire qui sont réinventées en permanence par les enseignants comme par les parents. Tout à l'heure, on a évoqué la notion de rédiger, réfléchir, l'utilisation des IA génératifs comme assistants d'écriture ou de réflexion, notamment pour les productions écrites. Alors, comme on a vu, il y a plusieurs degrés d'usage. En amont, ça peut être une source d'enrichissement, d'émulation, pour identifier de nouvelles sources et de nouvelles idées, pour débloquer, pour initier, pour lancer. Un lycéen doit rédiger une dissertation, l'IA peut peut-être l'aider à structurer ses idées, à se suggérer des plans. En aval, après, ça peut apporter une aide pour corriger, pour améliorer l'expression écrite, réorganiser les idées, reformuler un texte, corriger les fautes d'orthographe accessoirement. C'est souvent comme ça que les enseignants au début reconnaissaient les textes livrés par une IA, elles étaient sans faute. Ou proposer des synonymes pour varier un terme. Alors je vais vous donner un petit exemple personnel. Ma fille de 14 ans devait faire une rédaction sur Joachim du Bellay, poète du Moyen-Âge. Elle manifestait un enthousiasme, disons, digne de son âge. Et on a ensemble interrogé ChatGPT comme un journaliste intervieweur. Elle s'est progressivement mise dans la peau de ce journaliste explorateur. Ça lui a donné plein d'idées. Elle a finalement elle-même fait le jet final, mais d'un manque d'enthousiasme, la sollicitation de l'IA a permis de lancer l'émulation, de rendre le devoir un peu plus stimulant et aussi probablement de déjouer l'angoisse de la page blanche. Un autre axe d'usage, d'application, c'est la notion d'expliciter, d'expliquer une notion qui n'a pas été bien comprise. La reformulation d'énoncés peut être utile, souvent dans les échecs à l'école, dans les devoirs, la compréhension ou la non-compréhension de l'énoncé joue un rôle clé et parfois le fait de le reformuler d'autres manières peut débloquer. Et puis l'autre élément, c'est, comme on l'a vu dans l'exemple de l'équation tout à l'heure, c'est le séquençage, l'accompagnement dans la résolution d'activités. Je bloque sur un problème, je peux demander à l'IA d'expliquer étape par étape et ça peut s'appliquer en remédiation sous la forme d'un accompagnement personnalisé qui peut aussi permettre d'adresser des besoins particuliers et des troubles spécifiques. Un autre axe, c'est le fait de mémoriser, de les utiliser comme création de support de mémorisation, de révision. Avec des formulations très très variées, ça peut être pour se générer des questions qui vont me permettre de réviser et de m'entraîner, avoir des assistants de quiz, de flashcards, de fiches de révision. Ça peut être le fait de transformer des cours en podcast ou en audio parce que je suis plus auditif et que je vais pouvoir m'entraîner de cette manière-là. De manière générale, ce que cherchent les jeunes, l'un des éléments qui remonte et ce qui peut nous interroger là aussi dans notre rôle de parents,
c'est le fait de ne pas être jugé par l'IA, c'est le fait de pouvoir soumettre les questions et dire « je n'ai pas compris », sans risquer ni une impatience que j'ai souvent en tant que parent. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter sur cette question de la mémorisation et de la révision, qui est le dernier qu'on a abordé, un témoignage d'un parent qui nous explique comment il fait. Je suis parent de 4 enfants. Je vais vous montrer comment utiliser votre téléphone pour créer des fiches de vocabulaire à partir d'un livre et de l'IA. Je vais partager l'écran de mon téléphone, où vous allez retrouver le store de Android, où vous pouvez chercher l'application Gemini. Ensuite, l'ouvrir. En bas, vous avez un petit plus qui vous permet de prendre une photo. Si votre enfant a besoin de travailler sur ce texte, vous pourrez le prendre en photo, le joindre et demander à Gemini « Peux-tu m'extraire tous les verbes et les adjectifs de ce texte dans la même colonne et les traductions françaises dans la seconde colonne ?» Il réfléchit et vous sort la liste de vocabulaire que vous pouvez exporter, copier-coller dans d'autres outils ou d'autres applications. Au revoir. Oui, donc je racontais cette fois un échec, une intervention parent un peu compliquée où j'ai été prise la main dans le sac de mauvaise mère avec un enfant me demandant de l'aide pour trouver une citation dans Bérénice. J'ai demandé à une IA générative, mais sans réfléchir à mon prompt et sans donner la source. Et je me suis donc ça a été l'arroseur arrosé, puisque le texte ne correspondait pas au livre et avait été inventé. Et quand j'ai dit mais ça correspond pas à la vraie citation, on m'a dit ah effectivement pardon, il suffit de m'envoyer la source. Je vous raconte cette anecdote parce que même quand on se trompe, et ça arrive avec un prompt mal pensé, il est possible d'en faire un point de départ d'un échange pédagogique, d'un échange éducatif et justement d'expérimenter ensemble. Alors, on va essayer de retenir quelques éléments clés dans nos usages en tant que de parentalité liée à l'IA. Il est important d'encourager la réflexion, de poser des questions plutôt que de chercher à donner directement la réponse, demander à l'enfant de reformuler avec ses mots ce qu'il a compris. Ça, c'est fondamental pour qu'il y ait un transfert de compétences. Le fait de renforcer l'esprit critique et de demander d'évaluer la réponse des intelligences artificielles, de dire qu'est-ce que tu en penses, c'est ce que tu trouves intéressant et qu'est-ce que tu ferais de mieux, de vérifier systématiquement les réponses de l'IA qui, on l'a vu, peut se tromper, en particulier en demandant ses sources. Elle peut inventer des sources parfois et de pouvoir la comparer avec d'autres moyens. Après, il y a d'autres choses à faire qu'on peut faire à la maison avec l'IA, notamment autour de la créativité. Et je vous donne un petit exemple qui est un petit logiciel qui permet de mettre un dessin d'enfant et puis de l'animer de manière très très facile. Ça s'appelle Animated Drawings et c'est un élément qui permet de motiver les enfants et notamment des spécialistes nous ont pointé que des enfants qui auraient une difficulté avec la trace écrite ou à entrer dans le dessin pouvaient être très motivants. Et puis ça peut aussi créer du lien avec les grands-parents et susciter du lien entre générations pour envoyer un dessin sous forme animée. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. On voit là plusieurs visages. Il y a plusieurs jeux qu'on peut faire en famille également pour questionner l'intelligence artificielle ensemble. Là, ici, très difficile de voir quel est le visage qui correspond à un vrai visage. C'était le 2, je vous donne la réponse pour accélérer, mais ce genre de petits jeux peuvent être des activités tout à fait bénéfiques en famille. Ici, c'est Which Face is Real. De la même manière que je vous invite, si vous voulez lancer la notion de réflexion en famille, à utiliser le Compare IA qui a été fait par le ministère de l'Agriculture et qui permet de poser une question et de voir plusieurs réponses qui sont posées à plusieurs, une question qui est posée à plusieurs IA et d'évaluer en tant que public la meilleure, celle qui nous semble la meilleure. Alors en synthèse, oui, il est possible de faire de l'IA nos alliés et pour ça, là encore, il faut poser un cadre pour mieux apprendre avec l'IA. On a vu que c'était important d'abord d'oser l'expérimenter en tant que parent, mais aussi de valoriser l'apprentissage, le cheminement, l'appropriation, la reformulation,
de revaloriser tout le chemin d'apprentissage, et tous les travaux de recherche montrent la puissance de l'explicitation de l'apprentissage, et que c'est en formulant les différentes étapes d'un raisonnement que j'apprends. Et ce qui invite peut-être à repenser l'évaluation, notamment dans les travaux à domicile, mais pas seulement. Peut-être penser une évaluation à l'école qui soit moins centrée sur le résultat final et plus sur les étapes de travail, mais nous aussi, en tant que parents, peut-être un peu moins centrés sur la note finale et plus sur le « mais comment tu as fait pour y arriver et qu'est-ce que tu as compris aux différentes étapes ». Le deuxième axe, il y a d'un côté mieux apprendre donc avec l'IA, et de l'autre côté, il y a apprendre à questionner les intelligences artificielles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien sûr apprendre à s'en servir, manipuler avec vos enfants pour comprendre leur fonctionnement, comprendre comment ça marche. Sylvie nous a donné quelques billes. Apprendre à poser des questions, valoriser la question et apprendre à s'en passer. Un petit mot sur la notion de savoir prompter. On parle maintenant de prompt engineering. Savoir prompter, c'est-à-dire interroger. Et savoir questionner, c'est peut-être le cœur de l'éducation. Donc, ce qui peut nous intéresser aussi dans cette dynamique, c'est finalement l'art de questionner pour, à recentrer au cœur de l'éducation. C'est au cœur de l'éducation citoyenne, un enjeu de citoyenneté numérique. Et là-dessus, ce que je propose, c'est que, Axel, que tu nous montres quelques outils qui permettent justement d'accompagner la réflexion à l'école comme en famille. Oui, alors je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment pour vous représenter là, des outils qu'on a conçus spécifiquement cette année dans le cadre là, du Safer Internet Day. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ces parcours. Donc, on va vous indiquer dans le chat les liens pour y accéder. Donc, 3 parcours qui ont été créés pour les primaires. On l'a bien dit, hein, on l'a répété plusieurs fois dans ce webinaire, d'aborder ces sujets le plus tôt possible parce que les IA sont présentes dans beaucoup des activités numériques et dès l'enfance, et de faire vraiment le lien avec les sujets d'éducation qu'on a l'habitude de faire en fait, sur la manière de se comporter avec les autres, de protéger ses données, de faire attention au contenu, comment on travaille son esprit critique. Donc, pour les enfants à partir de 8 ans, on a 3 parcours. L'IA et ma citoyenneté numérique, ce que je vois en ligne, ce que je dis en ligne, ce que je partage en ligne. Et à chaque fois, dans ces parcours, vous allez avoir des expériences très concrètes. Donc, je vous en ai montré un petit extrait tout à l'heure sur ce que je vois en ligne. On va vraiment apprendre à reconnaître des IA différentes et se rendre compte que parfois, à un moment donné, on peut plus se fier uniquement à sa vue. Dans ce que je dis en ligne, ça va être l'occasion vraiment de voir l'impact de nos échanges en ligne et comment, en fait, dès qu'on peut avoir une réponse qui sont malveillantes, notamment sur les groupes classes, ben ça entraîne en fait une spirale de malveillance là où, on peut l'enrayer autrement en ayant tout de suite des propos qui sont positifs. Donc, à travers des expériences comme ça permet aussi aux enfants de se rendre compte de l'impact de leurs mots et de l'impact de l'effet de groupe, surtout dans les mécaniques de cyberharcèlement. Et dans ce que je partage en ligne, ils ont, on a travaillé une simulation un peu de ce qu'ils peuvent rencontrer dans certains jeux vidéo en ligne où ils peuvent être invités à rentrer certaines données, donc de savoir quelles sont les données personnelles qui sont utiles au fonctionnement d'un service et ceux qu'il faut éviter de partager. Et puis pour les plus grands, là on a fait des parcours plus sous la forme de scénarios où on se plonge vraiment dans une situation très proche du quotidien. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire qu'on a travaillé avec une classe média, avec des adolescents qui ont conçu ces parcours avec nous, qui ont imaginé ces scénarios dans l'idée vraiment de faire une sensibilisation pair à pair. Et là, on est sur la notion de être en ligne, bien être en ligne et savoir être en ligne. Et ça permet d'aborder plein de points qu'on a vus aujourd'hui et puis notamment des questions, ces questions de santé mentale qui sont quand même très importantes dans les pratiques numériques aujourd'hui et qu'on n'aborde pas souvent avec les jeunes. Donc, c'est un support qui est au départ pensé plutôt pour les classes, pour une sensibilisation collective, mais vraiment, vous pouvez notamment vous pouvez les utiliser en famille. En tout cas, ça nous intéresse d'avoir vos retours d'usage dans ce cas. Et en plus, c'est assez ludique, c'est interactif, il y a des questions. Et c'est les enfants aussi qui formulent les propres messages qu'ils ont envie de retenir par rapport à ce qu'ils ont appris dans le parcours. Et on a créé aussi un jeu, voilà. Alors,
On le redit, on l'a peut-être pas dit, mais c'est important de le dire, que toutes ces ressources, et comme toutes celles disponibles sur Internet sans crainte, sont gratuites. On a créé un jeu que vous avez simplement à imprimer et télécharger. C'est un escape game. Là, c'est vraiment pour commencer à parler d'IA en famille à partir de 8 ans, tester ses connaissances et commencer à évoquer justement ces questions un peu d'éthique, de responsabilité, mais en s'amusant. Alors, on l'a créé dans l'univers de Vince et Lou, qui sont nos stars un peu de la sensibilisation, qui sont un frère et une sœur. Dont on se sert pour aborder plein d'enjeux de société avec les enfants. Et là, en fait, Vince et Lou sont enfermés dans une IA. Le but du jeu, c'est de formuler le prompt. Donc, le prompt, vous savez, c'est cette consigne que l'on formule aux IA génératives pour avoir une réponse. Donc, ils doivent formuler un prompt en 8 mots. Et ces 8 mots, ils vont les trouver en explorant les différents espaces qui seront l'occasion de répondre à des questions ou de relever des défis. Voilà, c'est un jeu qui est à la fois compétitif et collaboratif, puisque Vince et Lou étant frères et sœurs, il n'est pas concevable qu'ils puissent sortir l'un sans l'autre de cette IA. Donc la première équipe, on peut jouer à 2, et puis l'idée c'est de pouvoir jouer aussi en équipe. Les premiers qui arrivent doivent faire une activité pour sortir ensemble. Donc vraiment, c'est un jeu, pareil, Ornella vous le met dans le chat, que vous pouvez télécharger dès maintenant pour jouer avec vos enfants. Et ces jeux, voilà, ça peut être aussi un très bon support de médiation en classe ou en périscolaire. Voilà, Déborah, je crois que c'est le moment de la conclusion et peut-être des questions. C'est le moment de la conclusion. Donc, pour ouvrir un tout petit peu le débat, un tout petit pas de côté en vous parlant du golem, cet être d'argile sans parole ni libre arbitre, qui est une métaphore qui est souvent utilisée de la relation de l'homme et de la technologie. C'est un acte dangereux, éthiquement complexe. Le créateur doit être capable de contrôler la créature et de la désactiver. Elle a inspiré de nombreuses fictions. J'aime particulièrement Frankenstein Junior, mais il y en a d'autres. Et comme le golem, l'IA fascine autant qu'elle inquiète. Et donc, on s'interroge, et c'est ce qu'on faisait pendant cette conférence aussi, le fait de questionner la limite de l'intelligence artificielle. Mais finalement, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est le fait que l'IA nous oblige à nous renvoyer, nous, à nos propres limites, et pas que à celles de l'IA, et à s'interroger sur ce qui nous rend spécifiquement humains par rapport à elle. Et le fait de se dire, et c'est des questions que j'ai posées en atelier à des jeunes, le fait de leur dire qu'est-ce qui dans ta journée te distingue d'une IA, te distingue d'une machine, et je pense que c'est une question à la fois qu'on peut se poser et qu'on peut poser avec eux. Alors, à propos de questions à poser, vous en avez déjà posé plusieurs dans le chat, et notamment, alors je vais essayer de regrouper. Il y en avait une sur pourquoi dès le collège, alors que les élèves de primaire sont déjà sur les réseaux. C'est plutôt pour Axel, et effectivement, je pense que ce que Axel vient de montrer à la fin, c'était des ressources qui concernait vraiment le primaire. On avait 2 questions qui concernent peut-être Sylvie au départ, notamment une question de Robin. Tous les prompts et échanges avec une IA est conservé par cette IA et sert aux gérants, développeurs et aux utilisateurs. Y a-t-il un risque d'appauvrissement de la base ? Il y en avait également une question au départ, pour Sylvie également, sur comment faire la différence entre un équipement connecté avec des algos et celui géré par des modèles mathématiques. Je ne sais pas si Sylvie, Axel, vous êtes ensemble, si vous voulez prendre la parole sur ces premières questions. Alors, je vais commencer par celle sur comment faire la différence entre les équipements qui intègrent de l'IA ou pas. Alors, il y a une première réponse qui est, par exemple, dès lors qu'il y a une commande vocale, on peut imaginer que ça intègre de l'IA. Et puis, deuxième indice, là, actuellement, c'est un argument marketing que de dire qu'il y a de l'IA, donc c'est souvent très explicite. Et le troisième, la troisième piste qui permet quand même d'avoir une transparence sur est-ce qu'il y a de l'IA ou pas, c'est qu'il y a quand même un cadre. Dès lors qu'il y a de l'IA, il y a de la collecte de données personnelles généralement, et donc les fabricants de ces dispositifs-là sont contraints par le RGPD, et donc voilà, normalement, c'est assez transparent. À terme, je ne sais pas si la transparence sera encore là, mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez facile dans les notices ou dans les présentations des équipements de savoir ce qui contient de l'IA ou pas.
Après, la deuxième, c'est sur l'appauvrissement. C'est ça, si les IA alimentent les données, voilà. Donc, effectivement, on parle beaucoup de ce qui s'appelle le chaos informationnel. C'est le fait que, pour l'instant, par exemple, dans Gemini, il y a encore la possibilité de dire, de mettre en surbrillance les réponses qui proviennent d'une recherche sur le web et celles qui sont purement générées. Mais il est fort à parier que dans quelques mois, Internet sera tellement pollué de contenu généré que ce critère-là de différence sera pas pertinent. Et donc, il faut voir après qui seront les tiers de confiance auxquels on s'adressera. Est-ce que comment on fera pour faire la différence entre des contenus dans lesquels on a confiance et d'autres dans lesquels on peut avoir confiance, mais dont on sait que ce sera généré par les IA. Ça s'appelle le chaos informationnel. Merci Axel. Est-ce que tu veux enchaîner? Et j'annonce l'une des questions suivantes. Il y avait également comment se défendre contre un deepfake. Et là-dessus, ça peut concerner plusieurs personnes autour de la table. Alors, sur la question qui était de faire de la sensibilisation dès le primaire, c'est ça? Oui. Donc, oui, d'abord. Oui, on en est convaincu, c'est essentiel. Enfin, je pense que c'est important de rappeler, au-delà des IA, je peux me permettre de reciter YEnfance qui avait fait une enquête sur le sujet et qui montrait que quand même près de 70% des 8-10 ans avaient un compte sur un réseau social. Ça montre qu'aujourd'hui, des enfants très jeunes ont vraiment une pratique numérique qui était celle des adolescents il y a encore quelques années. Donc, à partir du moment où on est sur un réseau social, l'invitation d'un réseau social est de partager des données, puisque on invite justement à publier du contenu, à commenter, à liker. Et je pense que ce qu'il faut dire très très tôt aux enfants, et le dire avec des mots adaptés, et c'est pour ça que nous on a des supports vraiment dès l'enfance, et avec les contenus de coloris aussi dès les tout petits, dès la maternelle, pour pouvoir commencer à faire de l'éducation au numérique, c'est que chaque acte qu'on fait en ligne engage notre responsabilité. C'est pour ça aussi que les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Et j'ai vu dans les commentaires, il y avait pas mal de questions sur cette notion de majorité numérique à 15 ans. Alors oui, il y a la majorité numérique à 15 ans en France. D'ailleurs, dans d'autres pays européens, c'est 16 ans. Mais il faut savoir que cette majorité numérique, elle est théorique. Normalement, cette majorité numérique, elle devait contraindre les réseaux sociaux de mettre en place un système de vérification d'âge. Mais, et ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, la plupart des réseaux sociaux ont une limite d'âge à 13 ans et on sait tous qu'il suffit de mentir sur sa date de naissance pour la dépasser. Je pense que ce qu'il faut retenir en tant que parent, c'est que avant 15 ans, un enfant en fait est trop jeune pour être sur ces espaces qui va les inviter à partager des données. Cette responsabilité, elle est importante parce que quand on s'exprime, on peut s'exposer aux limites de la liberté d'expression. On l'a vu dans les situations de cyberharcèlement, ce sont des délits. Donc, ça nécessite vraiment d'avoir conscience des risques qu'on prend aussi quand on s'expose en ligne. Donc, ces sujets-là, aujourd'hui, vraiment, il faut les aborder le plus tôt possible parce que les enfants sont vraiment de plus en plus jeunes dans des espaces où ils partagent, où ils échangent et donc ils partagent des données. Très bien. Je vais prendre Il y avait une question sur les deepfakes, je crois. Oui, il y avait une question sur comment réagir, comment se défendre contre un deepfake. Je pense que c'est pas mal que Gabriel, si tu veux prendre la parole sur le sujet, et peut-être aussi Étienne. Oui, mais très rapidement, le premier réflexe, merci, c'est vraiment de capturer les preuves. La première chose à faire, c'est des captures d'images, enfin prendre toutes les preuves possibles et ensuite les transmettre. Alors, on peut les transmettre directement via le 3018 ou, suivant leur teneur aussi, sur d'autres plateformes auprès des forces de l'ordre, notamment Pharos, etc. Mais le plus simple, c'est encore de passer par le 3018 qui va permettre d'avoir après le bon niveau d'intervention. Il y a pour ce faire un outil qui est intéressant et qui est ultra utile sur l'application 3018, qui est un coffre-fort numérique qui permet de mettre ces preuves qui ont été saisies sur ce coffre-fort, qui vont arriver directement chez nous, qui nous permettra de les traiter et ensuite de trouver la bonne réponse en fonction de la situation, de signaler, de faire supprimer les contenus, voire même d'aller jusqu'à déposer plainte et d'accompagner cela. Voilà. Je compléterai la réponse de Gabriel à propos des deepfakes.
Pour s'en défendre, bien sûr, le signalement est un premier réflexe, que ce soit parce que nous, on a été victime d'un deepfake ou parce qu'on a découvert un deepfake de quelqu'un sur Internet. Il est également possible pour ce type de choses ou pour des deepfakes de désinformation ou tout autre type de contenu où le deepfake est utilisé pour produire un contenu illicite, de le signaler à point de contact. Nous avons en particulier pour les deepfakes qui sont utilisés à des fins de publication de contenu sexualisé de la personne, un outil qui s'appelle Disrupt, où une victime qui a trouvé un de ses propres deepfakes sur Internet peut nous envoyer le contenu en question. Ce contenu sera analysé puis haché grâce à un programme de hachage qui va générer une signature numérique que nous gardons dans une base de données qui est ensuite mise à disposition des grandes plateformes et des sites où ce type de contenu peuvent potentiellement être postés pour permettre à ces services de reconnaître lorsque ce contenu est posté sur leur service et automatiquement le supprimer et ainsi empêcher la diffusion de ce type de contenu. C'est également un service que nous proposons. Alors, je précise que quand tu dis nous, c'est point de contact. Donc là-dessus, vous pouvez aller sur l'espace de signalement, point de contact pour faire les signalements. Les 3 services qu'on présente aujourd'hui sont présentés sur le site Safer Internet qui réunit et qui fédère l'accès à ces 3 services. Et il y avait une autre question qui était est-ce qu'une loi est déjà mise en place, une question d'Anne, pour signaler lorsque l'image ou la vidéo sont fabriquées par l'IA. Alors là-dessus, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Moi, ma première réponse serait de dire aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que c'était de plus en plus difficile de faire la distinction entre ce qui est produit entièrement, partiellement ou pas du tout par l'IA. Donc, je pense que c'est difficile de s'en remettre à la loi pour cela. En revanche, le fait de généraliser les éthiques de publication des sources, je pense que c'est un élément fondamental. Tralalaire, on sait dans notre charte, dit qu'à chaque fois qu'on utiliserait l'IA pour le publier, il faudrait que ce soit affiché. Et typiquement, les parcours que présentait Axel tout à l'heure, qui sont les parcours d'éducation critique à l'intelligence artificielle, qui ont été élaborés avec des experts bien sûr, mais aussi avec un panel jeune. Et en utilisant de l'intelligence artificielle, c'est affiché que certains des visuels et des éléments d'univers ont été faits. Et on pense que c'est aussi un élément pédagogique là-dessus. Alors, je pense qu'en termes d'horaire, on va arriver au bout. Je vois encore une question de Sandra auquel on n'a pas répondu, qui était si les enfants sont habitués à utiliser l'IA, comment feront-ils le jour d'un examen? Alors là-dessus, je pense qu'on y a en partie répondu, qui est de dire d'abord, il ne s'agit pas d'utiliser les IA génératives à n'importe quel âge. Là encore, quand Axel rappelait que 13 ans était le seuil d'âge fixé par l'UNESCO pour l'utilisation d'outils d'IA en classe, je pense que ça vaut le coup de l'avoir en tête. Il faut que nos enfants s'entraînent à faire des devoirs et à répondre à des questions, effectivement, sans être dépendants dès le début des IA génératives. Et ensuite, je pense qu'il y a un élément de réponse qui est dans le fait de les habituer, non pas à produire des réponses, mais à avoir les éléments et les étapes de raisonnement. Et pour faire ça, peut-être que ce qu'on devrait mesurer progressivement, je m'adresse à l'éducation nationale ou à nous-mêmes en tant que parents, c'est l'écart de notes qu'il y aurait entre quand j'utilise une IA, et c'est très bien de savoir l'utiliser, quand je suis au lycée par exemple, et de pouvoir l'utiliser avec intelligence, mais ce qu'il faudrait, c'est que l'écart type entre quand je m'entraîne tout seul à la maison avec mon IA ou avec un parent, ou que je le fais en classe sans avoir accès au numérique ni à l'IA, il faudrait que l'écart type entre ces deux espaces soit mesuré pour qu'il y ait effectivement une incitation des jeunes et des parents au fait de les utiliser pour l'apprentissage et non pas pour avoir la bonne réponse. Sur ce, je pense que, sauf si vous avez Axel, Étienne, Gabriel, Loïc, Sylvie, un mot de la fin que vous souhaitez apporter, mais je peux vous laisser faire une note finale et sinon je voulais
remercier l'ensemble du public pour les différentes questions. Certaines questions ont fait l'objet d'un échange questions-réponses par texte, et pour vos réponses riches et pour les contributions de nos intervenants. À très bientôt et bon Safer Internet Day. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée à tous.